Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce Smart Impact, émission spéciale depuis le Forum des projets urbains ici au Palais des Congrès à Paris. Dans cette émission, on va parler de l'impact environnemental des mobiliers urbains et puis aussi découvrir plusieurs innovations pour végétaliser nos villes. C'est parti. L'invité de ce Smart Impact depuis le Forum des projets urbains au Palais des Congrès à Paris, c'est Lénaïque Pinault. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue Lénaïque, vous êtes directrice de la stratégie RSE de JC Deco et vous venez de lancer l'Eco-Design Index, c'est ce dont on va parler principalement dans ce débat. Mais d'abord une question assez générale, comment la RSE s'intègre à la stratégie générale de JC Deco ? Alors, le développement durable n'est pas nouveau pour JC Deco. En fait, il est intégré depuis la création de l'entreprise en 1964 et on a un modèle d'affaires aujourd'hui qui est 3 fois vertueux d'un point de vue économique, social et environnemental. Et on a fondé vraiment l'entreprise sur la sobriété énergétique et la responsabilité. Et on offre aujourd'hui des biens et des services aux collectivités locales financés par la communication extérieure. D'accord, c'est ça le modèle d'affaires de JC Deco que tout le monde ne connaît pas forcément. C'est-à-dire que les collectivités locales, ça leur coûte rien, presque rien ? Presque rien, effectivement. Ouais. Et ça nous permet, nous, de déployer des abribus, des sanitaires, mais aussi des kiosques, des colonnes Maurice pour faire la promotion de la culture en ville, mais également des vélos en libre service. Et donc, on va parler de cet Eco-Design Index que vous venez de lancer. De quoi il s'agit ? Alors en fait, on a fait un constat fort. Chez JC Deco, on a déjà travaillé énormément sur la décarbonation de nos opérations. Et donc, on a voulu aller plus loin en lançant notre stratégie climat et décarboner complètement nos activités, c'est-à-dire atteindre le net zéro à horizon 2050, réduire de 90% nos émissions carbone sur l'ensemble de nos scopes. Et donc, pour ce faire, ça se passe avec les mandants, avec nos clients, que ce soit les collectivités locales, les sociétés de transport. Et donc, nous devons faire la promotion de mobilier urbain décarboné. Mais on a fait un constat simple, c'est qu'aujourd'hui, il n'est pas si simple de plonger dans cet univers et de comprendre véritablement l'impact de nos mobiliers urbains. Donc, il fallait le calculer déjà. Il fallait le calculer avec une mesure robuste. Donc, on s'est appuyé sur des standards internationaux tels que le GHG protocole. On a eu un audit par un tiers indépendant et donc aujourd'hui nous avons une étiquette comme l'EcoScore que vous connaissez certainement sur les produits alimentaires qui permet en un coup d'œil de comprendre l'impact environnemental d'un mobilier urbain. Alors on va rentrer dans le détail comment effectivement cet Eco-Design Index est réalisé et ça permet de comparer vos produits entre eux, de comparer vos produits avec ceux de la concurrence. Comment il peut être utilisé ? Alors aujourd'hui, malheureusement, nous n'avons pas encore de référentiel sur le marché. Ouais. Donc nous avons décidé d'être précurseurs et de lancer dans un premier temps notre propre référentiel qui va nous permettre au sein de notre catalogue de produits d'évaluer les produits entre eux. Et donc par exemple, sur un abribus, qui est quand même un modèle historique chez JC Deco, on a souhaité pouvoir disperser l'ensemble de nos produits sur cette évaluation. Et ce qu'on constate, c'est par exemple qu'un mobilier reconditionné, puisque ça ne fonctionne pas uniquement pour les téléphones portables, mais aussi pour le mobilier urbain, on peut réduire de 70% l'empreinte carbone par rapport à un mobilier neuf. Alors comment on reconditionne un abribus ? Alors c'est pas un simple coup de peinture, absolument pas. On va retravailler intégralement la structure, on va faire un audit d'une part pour identifier éventuellement les améliorations à apporter d'un point de vue énergétique, mais aussi d'un point de vue structurel. Et ensuite, on va venir développer des nouveaux services pour répondre aux nouveaux usages. Et ensuite, on va travailler bien sûr sur le design. Et donc aujourd'hui, il est impossible à l'œil nu, ou même auprès de nos techniciens, de faire la différence entre un abri neuf ou un abri reconditionné. Alors, cet Eco-Design Index, on l'a bien compris, il va être utilisé par vos clients, mais peut-être aussi par vos équipes. C'est un outil d'amélioration. Est-ce que vous l'avez conçu comme ça ? Tout à fait. En fait, dès le départ, on a voulu casser les silos et mettre autour de la table nos équipes conception
R&D, nos ingénieurs, mais également les équipes commerciales et marketing, pour que nous puissions en faire un projet vraiment transformatif pour l'entreprise et que dès le départ, nous construisions cet outil pour qu'il soit compréhensible par nos clients et par nos commerciaux qui vont l'utiliser au quotidien. Et est-ce que c'était une demande de vos clients aussi? Alors j'aimerais vous dire que oui, mais non. Mais Aujourd'hui, c'est vous qui êtes à l'initiative. évidemment, nous voyons beaucoup d'engagements émerger auprès des villes à travers le monde, mais cela se traduit encore trop peu au niveau de la commande publique-privée dans l'intégration de critères développement durable dans les appels d'offres. Et aujourd'hui, malheureusement, on se concentre encore beaucoup sur les aspects financiers et pas encore suffisamment sur les enjeux environnementaux. Ça, je suis assez surpris de ça parce qu'on voit de plus en plus de collectivités locales territoriales qui, par exemple, conditionnent, là je pense à l'univers associatif, qui vont conditionner des subventions, par exemple, à des engagements ou des actions environnementales. On n'en est pas encore tout à fait là dans les contrats de marché public. Non, aujourd'hui, les critères ESG pèsent environ 10% dans les appels d'offres dans le meilleur des cas. Et il faut quand même souligner que la France est assez pionnière en la matière. C'est plutôt un bon élève. Mais malheureusement, l'ESG, le développement durable, est encore un peu trop complexe. Et donc souvent, les personnes qui nous évaluent ont du mal à différencier les offres. Donc aujourd'hui, il est primordial d'accompagner les collectivités locales dans la bonne compréhension de ces enjeux pour qu'elles puissent mieux évaluer leurs fournisseurs de demain. Donc on va parler, on va rentrer vraiment dans le détail et notamment parler d'éco-conception. Ça veut dire quoi quand on se décide, dans une entreprise comme la vôtre, d'éco-concevoir, on va rester sur l'exemple le plus emblématique, un abribus? Alors, il faut savoir que l'éco-conception, ce n'est pas nouveau chez JC2Co. On a fait notre première ACV, analyse de cycle de vie, dans les années 90 pour un contrat à Barcelone. Et donc, tout part de la mesure. En fait, ça nous permet vraiment d'évaluer l'empreinte environnementale d'un produit depuis l'extraction des matières premières jusqu'à sa fin de vie, où on gère la gestion des déchets. Et donc, chez JC2Co, ça passe par cette mesure qui est vraiment robuste puisqu'on s'appuie sur un référentiel européen. Et ça va nous permettre ensuite à nos équipes R&D, en fonction des briefs que l'on reçoit des collectivités, eh bien de faire jouer les paramètres pour identifier, par exemple, en fonction de la typologie d'acier qu'on va intégrer au mobilier urbain, si celui-ci va émettre plus ou moins de carbone. Par exemple, l'aluminium recyclé aujourd'hui peut nous permettre de réduire d'environ 30% les émissions carbone versus un mobilier standard. Est-ce que ça vous incite à utiliser du bois et est-ce que c'est si facile d'utiliser du bois dans des objets de mobilier urbain? Eh bien, je suis ravie que vous me posiez cette question parce qu'on vient juste de lancer un prototype, un abribus à base de bois. Et effectivement, ça a été des années de recherche et R&D afin de s'assurer de la robustesse de ce matériau. Et ça apporte vraiment une touche chaleureuse de nature en ville. Et ça permet surtout de réduire de 40% les émissions carbone. Donc ça veut dire que potentiellement, ça pourrait, vous parliez de la réutilisation finalement des abribus. Un abribus, ça s'use et ça se remplace. L'objectif, ça va être quoi? De petit à petit remplacer ceux qui sont en acier par des abribus en bois éventuellement? Alors déjà, un abribus, nous les concevons pour qu'ils durent plus de 30 ans. Oui. Donc ils sont robustes et ils sont conçus pour durer. Non, les abribus en bois, ça va être donc éventuellement pour intégrer du bois dans du mobilier existant, mais surtout quand nous ne pouvons pas réutiliser les mobiliers en place, c'est plutôt une innovation que nous souhaitons promouvoir. Donc il y a le bois, mais par exemple aussi un abribus upcyclé qui s'inscrit dans l'économie circulaire, c'est-à-dire que nous allons utiliser les déchets de nos opérations, mais aussi de l'automobile, de la construction immobilière, pour pouvoir concevoir un nouveau mobilier. De quels déchets on parle? Quels déchets peuvent devenir un abribus? Parce qu'on entend souvent cet argument, et puis après je vous poserai la question inverse, que peut devenir un abribus quand il est recyclé? Quels déchets deviennent un abribus? Alors, on a encore un nouveau prototype qu'on vient juste de lancer et d'en faire la promotion, et j'espère qu'on trouvera une ville partenaire pour le déployer. Et il est basé à partir de 90% de déchets que nous avons réussi à réutiliser, reconditionner et à donner une seconde vie. Par exemple, une toile publicitaire que nous pouvons utiliser avec nos annonceurs peut devenir demain le toit d'un abribus.
Et alors, vos abribus, vous parliez de l'analyse du cycle de vie, qui est évidemment un élément majeur du bilan carbone d'un objet, mais aussi de sa recyclabilité. Un abribus, quand il est arrivé au bout de ses 30 années de robustesse, comme vous nous dites, qu'est-ce qu'il peut devenir? Alors déjà, il faut savoir qu'il y a plus de 90% de nos déchets qui sont réorientés de l'enfouissement. Donc pour nous, c'est pas une solution. C'est nouveau ça ou C'est une nouvelle historique. prise de conscience? Depuis 2022, on s'est engagé à avoir 0% de déchets en enfouissement à D'accord. horizon 2035 Ok. dans toutes les filiales pourvues d'une chaîne de recyclage ou de réutilisation. Parce que bien souvent, c'est quand même un enjeu étatique où nous avons besoin d'avoir des structures pour faire cela. Donc non, ça a toujours fait partie de notre business model, de la frugalité, de la réutilisation des matières premières. Et donc ils vont au bout de ce cycle, pas d'enfouissement, qu'est-ce qu'ils deviennent? Alors on va désinstaller les mobiliers Ouais. urbains et on va pouvoir effectivement les démanteler et récupérer les pièces au détail pour Mm. pouvoir un jour refaire un abribus avec. Alors, JCDecaux, évidemment, c'est un géant mondial présent dans 4000 villes de plus de 10 000 habitants dans le monde. Est-ce que justement, vous parliez des réglementations, est-ce qu'il y a des pays ou des régions du monde où on est moins exigeant? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire où on vous voit arriver avec vos abribus en bois ou recyclants en disant vous êtes bien gentil, mais c'est pas notre préoccupation, première en tout cas. Alors c'est vrai que je peux entendre ce discours, hein, mais déjà chez JCDecaux, nous avons une unique stratégie ESG qui doit se déployer dans toutes nos régions. Donc nous faisons la promotion de nos abribus comme nous le faisons en France, également à travers le monde, dans l'ensemble des villes. Mais on va vous dire OK à condition que ce soit pas plus cher. Exactement. Souvent, le prix est important, mais pour certains, franchement, ça ne se joue pas à grand-chose. Donc, quand on dit que le mobilier urbain responsable coûte beaucoup plus cher, ce n'est pas vrai. Et ce qui est important aussi de voir, c'est la durée dans le temps. Plus on va avoir des contrats long terme, plus on va pouvoir rentabiliser dans le temps ces abribus qui peuvent être légèrement plus coûteux, mais pas forcément. C'est pour ça qu'il est important de faire ces ACV et ces évaluations de coûts. Dernière question concerne les espaces publicitaires de JCDecaux. Il y a une ville comme Lyon, avec un maire écologiste, qui a décidé, alors quasiment de bannir, en tout cas de réduire très fortement la place de la publicité dans la ville. Forcément, ça challenge votre business model. Est-ce que ça vous inquiète? Alors, en fait, il faut construire les budgets avec les villes. Et ce qu'on voit fréquemment, c'est que ces discussions, elles amènent finalement à un nouveau positionnement de la ville qui se rend compte que la publicité extérieure, la communication extérieure est indispensable pour opérer tous ces services que nous proposons aux collectivités locales. Et ça va vraiment permettre de financer des services. Et aujourd'hui, nous avons besoin de ce soutien. Et Donc ça veut dire qu'une ville comme Lyon, si elle bannit la publicité, elle va devoir payer les abribus, si je comprends bien. Alors, c'est des choses qu'il faut qu'on regarde et qu'on étudie au cas par cas avec nos clients. Mais effectivement, notre business model repose bien sur la communication extérieure qui aussi permet la transition. Il n'y aura pas de communication, il n'y aura pas de transition sans communication. Nous avons besoin de promouvoir des nouveaux usages, des nouveaux produits pour accompagner cette transition. Merci beaucoup Lénaïque Pinault et bon forum des projets urbains. On passe tout de suite au zoom de cette émission. On va végétaliser nos toits. Le zoom de ce Smart Impact depuis le forum des projets urbains avec Brice Sandra. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le fondateur de Déméter. On va parler de végétalisation de la ville. Vous l'avez créé en 2019, cette entreprise. Avec quelle ambition? L'ambition, c'est d'arriver à atteindre un objectif. Avec notre système, on peut atteindre 80% des toitures végétalisables et existantes. Alors, c'est quoi ce système? Parce qu'il y a eu quelques années de recherche et développement pour mettre au point cette innovation. Absolument. On est basé sur un système totalement différent de nos confrères, puisque eux vont travailler sur un substrat à 90% issu du minéral, fragmentaire, donc qui va s'écouler. Et nous, on va être à 98% matière organique, ce qui nous permet d'obtenir des résultats totalement différents. Alors moi, je vais vous avouer, le substrat sur le toit, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas à quoi ça sert. Un substrat, c'est tout simplement quelque chose qui va être fabriqué par l'homme et qui va avoir les mêmes fonctions que la terre. D'accord, ok. Donc là, vous nous proposez de végétaliser les toits
Pas seulement les toits, les murs aussi, c'est ça? Effectivement, les toits, les murs ou toute zone en transition, c'est-à-dire quand on n'a pas un budget défini pour réaliser une opération de désimperméabilisation, eh bien on peut mettre en œuvre des solutions qui vont temporairement atténuer les problématiques liées à l'imperméabilisation. Alors, en quoi ça, je lisais en préparant l'émission, 10 ans de recherche, donc pourquoi ça a été si compliqué? Parce que déjà c'est de la biotechnologie, donc on est sur une efficacité qui est différente et une durabilité. Et en fait, le plus gros problème d'une végétalisation quelle qu'elle soit, c'est la pérennité du végétal. Bien souvent, on observe des gens qui sont déçus, des clients déçus, parce que ça ne marche pas. Et donc on a Les voulu... plantes ne tiennent pas, quoi. C'est ça, tout à fait. Des problématiques aussi liées à l'eau. Et donc ça a exigé un travail, pas seulement sur le substrat, mais sur l'écosystème présent à l'intérieur. Quel avantage a votre substrat par rapport à un substrat classique? Un substrat conventionnel, classique, va peser entre 1 tonne et 1 tonne 2 au mètre cube. Nous allons peser 40 kg au mètre cube. Ah, c'est vertigineux comme écart. Oui. Alors, sauf que les structures des bâtiments, elles sont prévues pour supporter la tonne au mètre cube, j'imagine. Même pas. En Ah, fait, pas c'est pour forcément. ça qu'on a très peu de végétalisation en France, parce que les bâtiments sont généralement anciens et ne sont pas conçus pour recevoir des charges aussi lourdes. C'est la principale contrainte. Donc le fait d'avoir un substrat qui pèse 40 kg au mètre cube sec, eh bien, permet de végétaliser 80% des toitures existantes. D'accord, donc il y a certainement des hommes, des femmes qui nous écoutent, qui nous regardent, qui avaient renoncé à un projet de végétalisation du toit, qui peuvent le faire maintenant, c'est ça? Absolument. D'accord. Avec quels autres avantages? C'est-à-dire qu'avoir un toit végétal, de la végétalisation sur son toit, quels avantages? Je ne sais pas, moi je vais penser par exemple à un îlot de fraîcheur, ça fonctionne ça? Oui, absolument. Il y a des études qui permettent d'attester entre 1 et 8 degrés à 1,50 m de distance. C'est un élément. Mais ce n'est pas seulement ça. On a aussi un effet sur l'accumulation d'énergie thermique dans la toiture, c'est-à-dire que le soleil va irradier. On ne peut pas parler d'isolation puisqu'on ne peut pas faire de tests normés pour donner un résultat, un coefficient R, si vous voyez de quoi je parle. Donc on arrive tout de même à avoir une efficacité puisqu'on ne permet pas au soleil d'accumuler son énergie dans la toiture. Donc il y a un effet d'isolation, même si on ne peut pas le mesurer. Il y a un effet de rafraîchissement, il y en a d'autres? Absolument. Rétention d'eau, c'est-à-dire qu'on observe actuellement énormément de problématiques d'inondation liées à justement l'imperméabilisation. Et donc chaque mètre carré va permettre, avec notre système, de retenir 36 litres d'eau. Donc 36 litres d'eau par mètre carré multiplié par la totalité de la surface des toitures, vous imaginez bien que les inondations, il y en aurait beaucoup moins. Oui. Quels végétaux on peut faire pousser sur ces toits ou ces murs végétalisés avec votre substrat? Comme on ne travaille pas en dessous de 20 cm, eh bien on a un panel qui est assez conséquent. On peut travailler sur l'ensemble du végétal local, puisqu'on ne travaille qu'en végétal local. Et même moi, mon rêve, mon utopie, ce serait d'arriver à faire un maximum de toitures maraîchères, où on pourrait produire directement son alimentation sur le toit. Alors vous en êtes où aujourd'hui? On l'a dit, l'entreprise a été créée en 2019. Je crois que la commercialisation c'est un peu plus récent. Janvier 2023. Depuis janvier 2023, vous en êtes où? Vous avez installé vos premiers toits végétaux? Absolument, on a installé des toitures. On est en phase de croissance avec comme clientèle principalement des corporates, des grands groupes. Pourquoi? Parce qu'ils ont des obligations légales, eux. La loi climat et résilience leur oblige à végétaliser une grosse partie de leur toiture. Étant donné que ce sont des bâtiments industriels, ils n'ont pas été conçus pour recevoir classiquement des toitures conventionnelles. Oui. Alors on parle souvent dans cette émission depuis quelques semaines de la directive CSRD de l'Union européenne, le bilan extra-financier. Ça peut s'intégrer à un bilan extra-financier, enfin ça va rentrer dans les différentes actions en matière d'environnement. On est dans le E de ESG? Absolument, et encore plus, puisque dans chacune de nos installations, on va intégrer des capteurs qui vont nous donner des éléments d'efficacité thermique, d'efficacité en matière de captation d'eau, de régulation des eaux de pluie. On peut aussi, dans certains cas, sur des process industriels, arroser avec des eaux de process, des eaux résiduelles. Plutôt que de les renvoyer directement à la station d'épuration, on peut réduire ces volumes en profitant à la fois des plantes qui vont dépolluer, la phytoremédiation, mais également l'évaporation et l'évapotranspiration qui va réduire les volumes d'eau qui seront rejetés au final. Donc ça c'est pas vous qui le faites, ça suppose d'avoir un travail avec
avec une entreprise qui va proposer un recyclage des eaux usées, c'est Alors ça? non, pas du tout. En fait, on travaille avec la station d'épuration, mais avant d'envoyer à la Directement, station d'épuration, ouais. eh bien, on va monter les eaux dans les toitures, dans les systèmes de végétalisation Ok. qui vont agir directement sur ces eaux. Vous avez des exemples de premières installations? Où est-ce qu'on peut trouver vos toits végétaux aujourd'hui? Donc on en a une qui va s'installer bientôt chez L'Oréal à Paris, Banque Populaire. On a des négociations avec la BNP aussi pour toujours sur Paris. On a une installation en cours au Luxembourg, des installations également en Belgique. J'ai vu qu'il y avait aussi une école du côté de Toulouse, c'est ça? Absolument, on a réalisé une expérimentation dans le cadre de l'opération Toulouse plus fraîche, où l'objectif était d'abaisser la température de l'école, donc d'une salle principale, parce que l'architecture voulait à cette période d'avoir des murs en pavé de verre qui font l'effet de serre et on se retrouvait avec des températures de 50 degrés l'été à l'intérieur. Invivable. Et alors ça a marché? On a réussi, alors c'est pas le seul facteur, mais on a entre 15 et 20 degrés de température de moins derrière le mur végétalisé. Donc on a toujours une séparation entre le mur végétalisé et le mur de structure, donc ce qui sous-entend qu'on n'a pas eu l'adjonction de la lumière, de la chaleur liée au mur de verre. Ce qui est intéressant dans ce que vous nous expliquez, c'est qu'il y a votre solution et si on l'associe à d'autres, on peut être encore plus efficace, c'est ça? En fait, Demeter, c'est un petit peu un écosystème, c'est-à-dire qu'on n'est pas une solution, on est une solution parmi de nombreuses. On s'adjoint énormément d'activités, d'entreprises, d'autres startups qui vont elles-mêmes proposer leurs éléments et on va essayer de trouver une solution, un package de solutions qui vont répondre à la problématique. Ça coûte cher, c'est quoi le prix au mètre carré? Alors, ça va dépendre de beaucoup de choses, mais pour une végétalisation, on va compter entre 180 et 120 euros du mètre carré en fonction des végétaux. À savoir qu'on a la possibilité avec notre système de végétaliser avec un simple gazon, ce qui permet d'avoir les mêmes efficacités mais à un coût réduit. Et c'est compliqué à installer, ça prend du temps? Alors, ça prend moins de temps qu'une solution conventionnelle. Un ouvrier peut faire 100 mètres carrés par jour. Ok, merci beaucoup d'être venu nous présenter Demeter. Voilà notre Smart Impact spécial forum des projets urbains continue. Smart Ideas au forum des projets urbains, toujours avec Manuel Gomez. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur de Stéréographe, entreprise qui a été créée, que vous avez créée à Lille en 2007. C'est quoi votre cœur de métier aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous sommes éditeurs de logiciels et nous sommes experts dans le jumeau numérique. Ouais. Donc le BIM d'exploitation et le jumeau numérique. Ouais, le jumeau numérique, on va comprendre ce que c'est avec un logiciel qui s'appelle TIA Suite, c'est ça? Effectivement. Quelles sont les applications de ce logiciel? Donc TIA Suite, c'est une suite d'outils qui permet justement de créer le jumeau numérique, Ouais. de l'augmenter, donc de le connecter avec les systèmes métiers du bâtiment, de remonter les températures, des états d'équipement ou des informations locatives par exemple, et de pouvoir après piloter du coup l'actif numérique au travers de gestes métiers, donc pour les properties, les asset managers, les maintenants techniques. Alors justement, j'allais vous poser cette question. Qui sont vos clients? Qu'est-ce qu'ils attendent de vos jumeaux numériques? Alors aujourd'hui, nos clients sont essentiellement des propriétaires occupants. Ouais. Donc on va retrouver par exemple la foncière Citrus du groupe Auchan. On va retrouver Servier, on va retrouver différents acteurs privés ou publics. Privés ou publics. Et l'idée, c'est effectivement d'accompagner du coup l'enjeu de leur patrimoine pour mieux gérer leur patrimoine, pour rendre les services qui sont utiles pour eux et pour mieux piloter du coup la gestion immobilière. Alors justement, si on rentre dans le détail, en quoi ça les rend plus efficaces dans la gestion par exemple des locations? Alors du coup, ça leur permet de travers d'une vue 3D du jumeau numérique, de voir l'ensemble des informations, donc à la fois technique, une température, un état, une consommation, mais également du coup des informations de l'occupant. Donc en l'occurrence, le bail par exemple de l'occupant, et de savoir effectivement à quel endroit il se trouve dans le bâtiment, le nombre de mètres carrés qu'il occupe, et dans quelle perspective en gros il peut justement voir au travers d'autres informations l'état locatif. Ouais. Et donc il y a évidemment l'utilisation en termes d'impact. Notre émission elle s'appelle Smart Impact, et donc ça permet quoi? Ça permet à ces propriétaires d'évaluer aussi l'impact énergétique d'un bâtiment, éventuellement de l'améliorer? Alors effectivement, l'idée c'est que l'objectif du jumeau numérique, comme il est augmenté et connecté aux différents métiers du bâtiment, ça permet aux différents acteurs de gestion d'avoir une vue d'ensemble.
de l'actif, une vue d'ensemble sur différents secteurs métiers, et du coup de pouvoir prendre des décisions éclairées, et justement de pouvoir faire les bons investissements, s'il faut réinvestir de l'équipement qui peut-être consomme trop, si effectivement une partie du bâtiment est énergivore, et du coup de percevoir mieux justement la qualité de l'actif par rapport à son contexte d'utilisation. Ça, c'est une demande que vos clients font depuis peu de temps ou qui existait auparavant? Vous voyez ce que je veux dire, cette prise de conscience ou cette volonté de faire des économies d'énergie dans les Je bâtiments? pense que le contexte aujourd'hui est très propice justement à ce genre de questions, hein. On se retrouve effectivement avec des enjeux énergétiques. Le coût de l'énergie est devenu un vrai enjeu, hein, parce qu'il fluctue, et on a eu l'année dernière un vrai impact négatif sur le portefeuille des propriétaires, mais il y a aussi également tous les enjeux réglementaires, environnementaux qui pèsent de plus en plus. On voit qu'effectivement le dérèglement climatique fait qu'on doit respecter, les propriétaires doivent respecter des trajectoires de décarbonisation, donc mieux gérer leur patrimoine et faire en sorte que leur actif se valorise le mieux possible dans le territoire. Donc là aujourd'hui, c'est des questions qui ne se posaient pas il y a encore quelques années, et aujourd'hui ils sont obligés de rentrer dans cette perspective. Est-ce qu'il y a vous empêchez de prendre des décisions, enfin, j'allais dire des mauvaises décisions, mais parfois on est animé de plein de bonnes intentions en matière de réduction de son impact environnemental, et puis on va choisir une solution qui va s'avérer finalement être peu efficace ou alors même contre-productif. Vous avez des exemples comme ça de mauvais chemins que vous avez empêché de prendre en quelque sorte, vous voyez ce que je veux dire? Du coup, forcément, un actif numérique remodélisé en 3D, donc avec une vue 3D, avec des informations de différents métiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, souvent, un acteur qui va prendre ce genre de décision pour essayer d'économiser, pour essayer de créer les éléments impactants pour justement être plus vertueux, il se retrouve à devoir chercher dans différentes sources de données dans l'entreprise, au travers du site, et ça, c'est très compliqué. Nous, aujourd'hui, ça va être quoi ces données? Ça va être on va accélérer en fait tout ça. On va accélérer la recherche de données. D'ailleurs, on a mis en place l'intelligence artificielle qui permet justement d'accompagner, d'augmenter les utilisateurs à accélérer la recherche de données et de formaliser en gros une information. Parce qu'il ne faut pas mélanger données et information. La donnée, il y en a beaucoup, des milliers voire des millions d'informations, de données qui sont produites, température, d'état locatif et autres. Et derrière, il faut chercher de la bonne information pour justement permettre à l'utilisateur, au métier, à prendre les bonnes décisions les plus éclairées. Et alors, ce que j'ai bien compris, c'est que vous êtes aussi un facilitateur pour d'autres opérateurs qui travaillent sur ces bâtiments, c'est ça? L'idée du jumeau numérique, c'est d'être un objet unique qui donne le référentiel, la connaissance du patrimoine, et qui soit partagé avec tous les acteurs, donc du locataire, en passant par les mainteneurs techniques, les gens qui viennent réparer, les facility managers, mais également les gestionnaires, donc les property managers, les asset managers, jusqu'aux propriétaires. C'est-à-dire qu'en gros, c'est d'être un outil, un objet qui doit partager l'information à tous ces acteurs-là, parce qu'en fait, ils en ont tous besoin à leur niveau pour pouvoir justement améliorer leur quotidien et avoir un impact positif pour le bâtiment. Dernière question, comment vous voyez la suite, l'avenir de Stéréographe, là, si vous vous projetez un peu dans 5 ou 10 ans? L'objectif, c'est qu'on devienne un référent. Aujourd'hui, nous sommes leaders sur le marché. On a déployé le plus grand projet au monde de jumeaux numériques pour la foncière de Auchan, Citrus. Donc, c'est plus d'1 300 000 m² de déployer sur 6 pays. Et notre objectif, c'est d'imposer notre manière, notre philosophie et notre outil sur le marché pour le secteur du privé et du public. Merci beaucoup Manuel Gomez et bon forum des projets urbains. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle émission spéciale ici depuis le Palais des Congrès à Paris. Salut.